Bonjour à tous, je m'appelle Églantine Camby et aujourd'hui je vais vous parler de la résolution d'un problème d'optimisation linéaire avec Julia via l'interface Google Colab. Julia n'impose pas une limitation sur le nombre de variables et de contraintes, c'est son principal avantage. Dans cette vidéo, nous allons avoir deux étapes principales. La première concerne les instructions d'installation au niveau de Julia sur le Google Colab Notebook. Et dans cette deuxième étape de la vidéo, nous allons résoudre un problème d'optimisation linéaire. Tout d'abord, je vous invite à ouvrir le fichier Google Colab qui est inscrit en dessous de cette vidéo. Après ouverture du fichier, vous allez avoir quelque chose comme ceci. Alors, cette fenêtre-ci, malheureusement, n'est pas modifiable. Donc, pour cela, il est très important de créer une copie de ce notebook sur votre Google Drive. Pour cela, nous allons ouvrir l'onglet Fichier, ici en haut à gauche. Et dans l'onglet Fichier, nous allons sélectionner Enregistrer une copie dans Drive. Lors de la création de cette copie, des pop-up vont apparaître. Faites attention que votre pop-up ne soit pas bloqué. Si c'est le cas, je vous invite à les débloquer temporairement afin de permettre l'ouverture de la copie du notebook Google Colab. Une fois que vous avez cette copie donc sera enregistrée dans votre Google Drive. Vous pouvez la retrouver dans votre Google Drive et vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Alors, très important, je vous invite à lire les instructions qui sont reprises au début de ce cahier. Donc, tout d'abord, créer une copie, ce que nous venons de faire. Ensuite, on demande d'exécuter la cellule suivante en cliquant sur le bouton Play. Donc, la cellule qui suit, surtout ne modifiez pas le code qui est inscrit dedans et exécutez simplement cette cellule. Alors, c'est possible que l'exécution de cette cellule prenne un certain temps. C'est normal, soyez patient. Petite remarque, par défaut, en fait, Google Colab permet l'encodage avec Python. Donc, afin de switcher avec Julia, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'exécuter cette cellule afin que Google comprenne, OK, maintenant nous ne sommes pas en train de coder en Python, mais en Julia. On attend patiemment donc l'exécution de la cellule. Voilà. L'exécution de la cellule vient de se terminer. Une fois que c'est terminé, je vous invite donc à passer à l'instruction numéro 2, à savoir, rafraîchissez la page de votre browser. Vous pouvez soit faire les commandes CTRL-R ou POM-R, ou encore cliquer sur le petit bouton ici, qui est de rafraîchir la page. Une fois que vous avez rafraîchi la page, normalement, Julia est correctement installée. Normalement. Afin de vérifier l'installation, je vous invite à passer à la section suivante, vérification de l'installation, et d'exécuter la petite cellule dans laquelle il y a la commande version info. Alors, ce version info nous donne la version de Julia qui est installée, ainsi que d'autres informations sur le système. Donc, voici la fin de la première étape de notre vidéo. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape de notre vidéo. Le code en Julia. Alors, tout d'abord, nous avons des instructions qui permettent d'importer les packages nécessaires. À savoir, on importe PKG, le package PKG. Ensuite, nous allons ajouter le langage de modélisation JUMP. Ensuite, nous allons préciser que nous allons utiliser ce langage de modélisation. Nous allons aussi ajouter le solver GLPK, idem pour son utilisation.
Ensuite, nous allons déclarer notre modèle d'optimisation qui est lié évidemment au solveur. Et maintenant, nous allons passer au cœur du problème qui va être la déclaration des paramètres, des variables, de la fonction objectif et des contraintes. Alors, pour cela, bref petit rappel de quel problème nous allons aborder dans le cadre de cette vidéo. Voici notre problème d'optimisation. Marie est la directrice de l'entreprise Boisson Maman. Cette entreprise est spécialisée dans la création de boissons nutritives pour femmes enceintes et pour femmes qui allaitent. La conception de ces boissons est basée sur différentes poudres et la composition des boissons change selon le type de boisson. Les mamans devront mélanger le contenu d'un sachet de poudre avec de l'eau ou du lait afin de créer la boisson nutritive. Boisson Maman doit produire entre 15 et 20 kg de poudre pour femmes enceintes et entre 22 et 30 kg de poudre pour femmes qui allaitent. Les deux types de poudre sont constitués de deux types de composants, le composant A et le composant B. Alors, nous avons les données suivantes à propos des composants. Donc, chaque composant par kilogramme contient un certain nombre de protéines et de lipides. De plus, chaque composant a un certain coût. Et évidemment, nous avons une certaine disponibilité pour chacun des composants. Bien entendu, chaque poudre doit satisfaire certaines caractéristiques concernant la teneur en protéines et en lipides. Pour chaque kilogramme de poudre pour femme enceinte, on souhaite avoir entre 12 et 20 grammes de protéines et entre 30 et 40 grammes de lipides. Pour chaque kilogramme de poudre pour femme qui allaitent, on souhaite avoir entre 12 et 20 grammes de protéines, mais par contre entre 20 et 45 grammes de lipides. La poudre pour les femmes enceintes est vendue au prix de 18 $ par kilo, tandis que la poudre pour les femmes qui allaitent a un coût de 25 $ par kilo. Dans le cadre du MOOC, nous avons vu comment formuler mathématiquement ce problème. Le programme linéaire correspondant au problème que je viens de citer est le suivant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on obtient ce programme linéaire, vu que ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais vous pouvez revenir dans les étapes précédentes de ce MOOC afin de comprendre d'où proviennent toutes ces contraintes et la fonction objective. Petit rappel, nous avons 4 variables de décision, xa1, xb1, xa2 et xb2. Chacune de ces variables de décision représente le nombre de kilos du composant soit A, soit B, qui est contenu dans la poudre pour femmes soit enceintes pour le numéro 1, soit pour les femmes qui allaitent pour le numéro 2. Donc nous avons 4 variables de décision. Évidemment, nous souhaitons maximiser le profit et nous avons différentes contraintes liées à la disponibilité des poudres, liées à la demande, liées aussi à la teneur en lipides et à la teneur en protéines. Rentrons dans notre cœur du problème. Alors, pour cela, je vais afficher, juste à côté, notre programme linéaire afin que nous ayons toutes les données en face de nous. Alors, tout d'abord, comme je vous l'expliquais, nous devons encoder tous les paramètres. Donc, les paramètres, c'est quoi? Ce sont toutes les données du problème. Donc, en gros, tous les chiffres qui apparaissent dans ce programme linéaire. Donc, 18, 25, 19, 9, etc., etc. Alors, tout d'abord, 18 et 25 correspondent au prix des poudres.
Ensuite, 19 et 9 correspondent au coût des composants. Les deux premières contraintes sont les contraintes de disponibilité. Donc 27 et 31. Oups, 31. Ensuite, les deux contraintes suivantes correspondent à la demande avec des bornes inférieures et des bornes supérieures. Donc, les bornes inférieures sont 15 et 22, tandis que les bornes supérieures sont égales à 20 et 30. Ensuite, nous avons les données ici, 35,5, puis 38,32. Donc, cela correspond à la composition pour les teneurs en protéines et les teneurs en lipides. Donc, teneur en protéines, c'est 35,5. Et les teneurs en lipides, c'est 38,32. Et bien sûr, nous avons les chiffres ici 12, 20, et puis 30, 20 et 40, 45, qui correspondent donc aux bornes pour les teneurs en protéines et en lipides pour chacun des types de boissons, donc les poudres pour femmes enceintes et la poudre pour femmes qui allaitent. Donc nous avons les bornes pour la teneur en protéines pour la poudre pour femmes enceintes. Donc, cela correspond à 12, 20. Ensuite, nous avons la même chose pour les femmes qui allaitent. Puis, nous avons les bornes pour la teneur en lipides, qui sont de 30 pour la poudre pour femmes enceintes, donc 30, 40. Voilà. Et puis, les bornes pour la teneur en lipides pour les femmes qui allaitent. Et ces bornes sont de 20 et 45. Voilà. Alors, maintenant qu'on a déclaré tous les paramètres, nous passons à la déclaration des variables. Comme je vous l'ai dit, dans ce problème-ci, nous avons 4 variables, donc une variable x avec double indice. C'est pourquoi nous allons employer, ici je vous ai juste inscrit des modèles de variables, donc c'est juste un exemple. Vous prenez l'exemple qui correspond au mieux ou vous modifiez selon vos besoins. Donc nous allons prendre une variable avec deux composantes, enfin avec double indice, et chacun de ces indices contient 2 choix possibles. Évidemment, toutes ces variables sont toujours positives. Maintenant que nous avons déclaré les paramètres et les variables, nous allons passer à la fonction objectif. Alors, pour déclarer la fonction objectif, on va utiliser cette commande-ci, dans laquelle nous allons modifier la deuxième et la troisième entrée. Donc, la deuxième entrée, c'est max. Donc, ça correspond au type de problème. Si c'est un problème de maximisation, nous allons mettre max. Si c'est un problème de minimisation, nous allons mettre min. Dans ce cas-ci, c'est un problème de maximisation, donc nous ne changeons pas ce qui est inscrit. Et évidemment, nous allons modifier la fonction et l'objectif en elle-même. Donc, ici, notre fonction objectif, qu'est-ce que cela représente? Cela va représenter donc le prix des poudres fois le nombre de kilos des poudres, donc pour la poudre pour femmes enceintes et la poudre pour femmes qui allaitent. Ensuite, nous allons soustraire le coût des composants, donc le coût du composant A moins le coût du composant B. Alors, donc pour cela, je mets le prix de la poudre pour femmes enceintes
fois le nombre de kilos de la poudre pour femme enceinte, donc à savoir x11 plus x de 1. Ensuite, je rajoute le prix de la poudre pour femme qui allaite fois le nombre de kilos de poudre pour femme qui allaite. Donc x12 plus x de 2. Maintenant, je vais soustraire le coût de mes composants, donc à savoir le coût du composant 1 fois le nombre de kilos de composant 1, à savoir x11 plus x12. Et maintenant, je vais soustraire le coût du composant B, à savoir coût 2 fois le nombre de kilos du composant B, donc à savoir x de 1 plus x de 2. Et voilà. Maintenant que nous avons indiqué la fonction objectif, nous allons pouvoir passer aux contraintes. Alors, les contraintes, ici on a 3 exemples de contraintes. Pour les contraintes, donc nous allons avoir le code, ce genre de code-ci, le code suivant. Alors, faites bien attention lorsque vous écrivez des contraintes, notamment lorsque vous copiez-collez des contraintes, de bien nommer toutes vos contraintes différemment. Donc ici, vous voyez, j'ai 3 contraintes, elles se nomment C1, C2, C3. C'est bien important de mettre des noms différents, sinon Google Colab ne sera pas content, évidemment. Alors, tout d'abord, nous allons encoder les contraintes de disponibilité. Donc, pour cela, je modifie la dernière entrée de cette commande. À savoir, je note x11 plus x12 doit être inférieur ou égal à la disponibilité du composant A. Ah, ici, je me suis trompée. J'ai mis une accolade au lieu d'un petit crochet. Ensuite, je peux copier et coller cette contrainte, mais en faisant bien attention de modifier son nom. Et donc maintenant, je vais mettre la contrainte de disponibilité pour le composant B en modifiant là où c'est nécessaire les données. Une autre remarque que je voulais vous faire au niveau des différences entre Julia et Excel. Au niveau d'Excel, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque vous complétez le solver, notamment lorsque vous ajoutez une contrainte, souvent on doit noter dans la partie de gauche une cellule qui fait référence aux variables, et dans la partie de droite, on doit indiquer des constantes. C'est normalement comme cela que ça fonctionne. L'avantage avec Julia, c'est que nous pouvons encoder directement les contraintes telles quelles. Donc, il n'est pas nécessaire, comme vous pouvez le voir dans les dernières contraintes de notre programme linéaire, il n'est pas nécessaire de mettre toutes les variables à droite ou toutes les variables à gauche. On peut les encoder telles quelles. Évidemment, une autre petite remarque qui est quand même importante, c'est, vous voyez ici, de manière contractée, nous avons mis 2 contraintes. Évidemment, cette contraction de 2 contraintes, en Julia, nous allons devoir la séparer. Donc, ici, nous allons avoir une première contrainte, donc avec la première inégalité. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, nous allons avoir une deuxième contrainte avec la deuxième inégalité. Bon, c'est des choses toutes simples, mais qui sont importantes à mentionner.
Maintenant, nous allons passer à nos contraintes liées à la demande. Donc, les 2, ou plutôt les 4 contraintes reprises dans ces 2 contraintes contractées ici. Alors, pour cela, nous allons donc modifier ici le code. Donc, nous avons x à 1 plus x de 1 doit être supérieur ou égal à la demande inférieure qui correspond à 1. Et voici donc notre 4 contraintes concernant la demande avec les bornes inférieures et les bornes supérieures. De manière tout à fait analogue, nous allons encoder les 4 contraintes suivantes, qui sont en fait 8 contraintes contractées en 4 contraintes suivantes dans les prochaines lignes de code. Voici les contraintes liées à la teneur en protéines. Nous avons donc repris dans ces 4 contraintes-ci les 2 contraintes contractées qui sont reprises ici dans ma programmation linéaire. Alors, tout d'abord, notre première contrainte C7 correspond à cette inégalité-ci. Donc ici, nous avons bien la borne inférieure, parce que nous faisons appel à 1, pour les teneurs en protéines pour la poudre pour femme enceinte, fois le nombre de kilos de poudre pour femme enceinte, doit être inférieur ou égal à donc la teneur du composant A, fois le nombre de kilos de composant A pour la poudre pour femme enceinte, plus la teneur en protéines du composant B, fois le nombre de kilos du composant B pour la poudre pour femme enceinte. De manière tout à fait analogue, nous avons encodé les 3 autres contraintes et nous allons faire de même pour les 2 dernières contraintes contractées ici. Donc, nous ajoutons une case de code et puis de manière tout à fait similaire,
nous rajoutons les contraintes correspondantes. Maintenant que nous avons encodé toutes les contraintes, nous allons passer à l'optimisation de notre problème ainsi qu'à l'affichage de la solution. Alors, la commande qui permet d'optimiser la solution est celle-ci. Nous n'avons rien à modifier dans cette commande. Ensuite, nous allons effectuer différentes commandes, println et print, pour imprimer la solution à l'écran. Nous allons donc évidemment afficher quelle est la valeur de l'objectif de notre programme linéaire. Donc, c'est cette ligne-ci. Ensuite, dans les commandes suivantes, là, ici, avec les boucles for, nous allons imprimer la solution. Alors ici, j'avais mis un exemple dans le cas où on a une variable avec un seul indice ou une variable avec deux indices. Donc, nous choisissons évidemment, nous gardons uniquement ce qui nous intéresse. Donc, dans ce cas-ci, c'est une variable avec deux indices. Ensuite, nous imprimons tout simplement le modèle avec toutes les contraintes. Alors, maintenant que nous avons terminé d'encoder tout notre problème, nous allons lancer l'exécution de la résolution. Donc, je repasse en mode plein écran, ce sera plus agréable. Alors, pour cela, je remonte au début de mon notebook. Alors, le temps que vous avez encodé vos différentes lignes de code, c'est possible que Google vous ait déconnecté des serveurs. Donc, c'est tout à fait correct. Dans ce cas, ce n'est pas compliqué. Vous exécutez à nouveau les instructions 1 et 2 afin de vous reconnecter au réseau pour permettre la résolution de votre problème. Donc, je recommence tout simplement les cellules 1 et 2. Donc voilà, la première cellule a bien été exécutée. Alors, maintenant que la première cellule a bien été exécutée, nous rafraîchissons la page. Et maintenant, nous passons à l'étape de vérification de l'installation. En exécutant la cellule contenant la commande version info, qui nous donne donc toutes les informations sur Julia et d'autres informations sur le système. Une fois que cette étape est terminée, nous pouvons passer au code en Julia. Donc, on importe le package PKG. On ajoute le langage de modélisation Jump. Ensuite, on installe le solver GLPK. Et maintenant, on crée le modèle d'optimisation. On déclare tous les paramètres. On déclare les variables. On déclare la fonction objectif. Et puis, nous allons passer aux contraintes, une cellule après l'autre. Donc, les contraintes de disponibilité, les contraintes de demande, les contraintes liées à la teneur en protéines, ainsi que les contraintes liées à la teneur en lipides. Et finalement, nous allons pouvoir optimiser notre problème et afficher la solution. Voilà donc la solution de notre problème. Donc ici, nous avons la solution attendue, donc le nombre de kilos de composants A
pour la poudre pour femmes enceintes, etc., ainsi que la valeur de notre fonction objectif. Et puis ici, nous avons un récapitulatif de notre modèle avec toutes les contraintes et la fonction objectif. Donc voilà, c'est ici que se termine cette vidéo concernant la résolution d'un problème d'optimisation linéaire avec Julia via l'interface Google Colab. En conclusion, avec Julia, on peut résoudre n'importe quel problème d'optimisation linéaire, par exemple via Google Colab. L'avantage de Google Colab est le suivant. N'importe qui peut gratuitement écrire et exécuter du code Python et Julia via le biais d'un browser. Pour plus d'indépendance, notamment par rapport à Google, on peut aussi coder en Julia avec Anaconda et Jupyter Notebook. Mais évidemment, cela demande de les installer auparavant sur les ordinateurs. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et puis rendez-vous dans le MOOC pour la suite des problèmes d'optimisation. Bye bye!